Vous voulez savoir pourquoi il faut mettre un E au féminin? Eh bien, écoutez l'histoire de l'outarde magnétique dans Les États d'une nuit d'Amérique. La nuit tombe, la nuit se lève, les mots qu'on ne dit pas s'éveillent. C'était au temps où le monde entrait en l'âge du raisonnement. Les montagnes rocheuses commençaient à peine à pousser. Les enfants dont la tête dépassait tout juste les herbes folles avaient l'air de géants. Il y avait des libellules plus bruyantes que des avions. En ce temps-là, les humains traversaient et retraversaient la frontière entre la vie et l'autre bord, comme aujourd'hui on traverse un terrain vague. Pas de douane, pas de problème, juste un fil. Par une nuit sans lune, Nashik, fils de Chanki, le gardien du feu, et de Tourlou l'étincelle, s'était rendu de l'autre bord. C'était pour aller cueillir une fleur qui poussait juste dans ce coin-là et l'offrir à Outar, la petite fille orpheline de Yanakun. Or, la belle Outar ne voulait rien savoir. C'était par une nuit sans lune, identique à celle-là, que son père était allé de l'autre bord dans l'idée d'aller ramener cette fameuse fleur aux pétales transparents pour décorer le balcon de la maison. Il n'en est jamais revenu. Seule sa mère l'avait suivi et on avait depuis perdu espoir. Le brave Nashik cherchait la fleur dans le noir d'encre de l'autre bord. Pas facile, allez y voir. Mais comme il avançait, il sentait qu'on le regardait. « Qui est là? » demanda-t-il. « Tu connais la réponse. » Ses yeux s'habituaient à l'obscurité. Il remarqua une tache blanche, puis des joues, puis le long cou noir et les plumes de cet oiseau comme migrateur que par chez nous on appelle l'outarde. Réponse? Quelle réponse? C'est toi qu'Outar épousera, lui répondit l'oiseau. Mais seulement si tu fais battre son cœur par 3 fois. À la première, tu rebondiras. À la deuxième, elle te reconnaîtra. Et à la troisième, elle t'aimera. Un tambour retentit au loin en bas. Pour un guerrier, le son du tambour est un appel au secours. La tribu était attaquée. Il devait y aller. Nashik tourna les talons. L'outarde agrippa son pantalon et elle ramassa un objet rond luisant de sous les fougères. C'était la lune. Elle lui glissa entre les poches en disant « Tu t'en serviras qu'une fois pour l'amorphoser. » L'amor quoi? Une fois? Quand? Tu le sauras, comme tu sais ce que tu entends du tambour de ton cœur. Nashik détala, on l'attendait en bas. La nuit tombe, la nuit se lève, les mots qu'on ne dit pas s'endorment. Grand-mère Yanakun brodait des fioritures sur le voile qu'elle tissait d'étoiles, inlassablement, jalousement depuis des années en vue du mariage de sa petite fille, lorsqu'elle plissa soudain ses vieux yeux ridés. Là-haut, au bout du voile lacté, quelque chose avait bougé. « Outar, prends le balai, vois-tu la bébite là? »« Où ça? Je vois rien. »« Là, sur le fil. » L'aïeul arracha le balai des mains nonchalantes de sa protégée. Manche en l'air, elle gesticulait à gauche, à droite, mais même en se dressant sur le bout de ses pieds crochus, elle aurait eu beaucoup de difficultés à atteindre la bestiole, puisque le fil sur lequel celle-ci se dandinait était suspendu entre 2 étoiles filantes. Outar reprit possession du balai, monta sur un tabouret. « Plus haut, plus haut, plus haut !» ordonnait grand-mère. La jeune fille étira et les yeux et le nez à l'ouette et aperçut, dissimulé dans un repli secret du voile, quelque chose de beaucoup plus inquiétant qu'une misérable araignée, son nom. Brodé de merveilleuses couleurs, ce nom qu'elle haïssait tant. Elle le détestait parce qu'elle pensait que Outar, c'était pas un nom de fille. Ça sonnait aussi féminin que Martin, Éric ou Voldrank. Mais c'était celui que ses parents avaient choisi et il n'y avait aucune raison de changer, disait Yanakun. Un terrible craque retentit soudain dans la nuit.
un accident où Thor avait-elle trébuché? Le précieux voile décroché des cieux dégringola en quelques secondes sur la tête de tout le monde. Thor n'était pas fâchée du tout. Elle n'avait aucune intention de le porter, ce voile, pour se marier, et encore moins avec une de ces brutes de sa tribu. Yanakun pleurait en la remplir d'une marmite. « Regarde ce que tu as fait, dit-elle entre deux sanglots. Mes mains, en leur enlevant leur travail, tu auras enlevé la vie. » La vieille, d'habitude si colorée, avait les paumes blanches d'un fantôme. Et la nuit, cette nuit d'étang qui les entourait, continuait de s'effondrer. Les étoiles, une à une, se détachaient comme des mots vides de sens et tombaient à leurs pieds. Thor entreprit de les ramasser. Mélangé aux larmes de la grand-mère qui n'arrêtait pas de pleurer, ça ferait une bonne soupe. Une soupe de paroles. La nuit tombe, la nuit se lève. Les mots qu'on ne dit pas s'énervent. Chez nous, on a l'habitude de ces chicanes entre Yanakun et sa petite fille. Elles sont même devenues le début d'une tradition. D'aussi loin que je me rappelle, la soupe de paroles est une affaire très sérieuse. Or, cette nuit-là, comme par tant d'autres nuits sans lune, dès les premiers cris de la vieille, Shanki avait allumé un grand feu. Tourlou nous avait tous réunis et nous avait fait goûter le temps pour parler, car à travers nous, le temps parlait. Le village au grand complet était assis autour du feu et attendait patiemment la potion. La belle Thor circulait pour donner aux petits comme aux grands, aux filles comme aux gars, sa juste part de parole. Les jeunes guerriers la suivaient des yeux. Chacun nourrissait l'espoir secret qu'une fois arrivé son tour, elle ouvre sa bouche, lui donne sa parole. Yanakun, enfin vidé de ses larmes, s'était installé un peu en retrait pour réparer son voile et pour observer le manège qui se déroulait dans la lueur dansante des flammes. Son œil impitoyable cherchait parmi les braves celui dont l'amour lui servirait d'aiguille. Elle piqua. Là-haut, Nashik sentit soudain une vive douleur. Où ça exactement? En ce temps-là, on appelait ça le cœur. De nos jours, on a perdu souvenance. Pour Nashik, les problèmes ne faisaient que commencer. Le retour du guerrier s'annonçait beaucoup plus ardu que l'aller. C'est que l'autre bord avait profité de l'incident pour s'éloigner, pour dériver plus loin, infiniment plus loin. Le fil reliant les deux moitiés du monde se balançait maintenant au-dessus de l'infini. Dès que Nashik lui posait le pied, Yanakun l'avait repéré. Elle le laissa avancer un peu, encore un peu, puis elle tira de toutes ses forces de grand-maman. Mais Nashik, c'était du solide, il tint bon. Elle tira encore plus fort. Ballotté comme une coquille de noix dans la tempête, il refusait de sombrer. Aux grands mots, les grands moyens. D'un coup de son unique dent, Yanakun coupa le fil. Geste archi-lourd de conséquences. C'est depuis ce jour que les humains ne peuvent plus faire l'aller-retour entre la vie et l'autre bord et la vie. Nashik, lui, aussi neuf que bébé qu'on n'aurait pas encore dépoussiéré, déboula droit devant le feu de la colère. La grande place était transformée en champ de bataille. Il s'apprêtait à livrer combat, mais contre qui? Tous ceux et celles ici présents étaient des siens, aucun visage inconnu parmi eux, aucun barbare, aucun étranger. Un coup aussi imprévu que violent l'envoya s'écraser contre un arbre dans le noir à l'envers. Il rebondit, dégaina son épée contre l'ennemi invisible, mais qui reconnut l'autre en premier? Qui fit le premier pas? Peu importe. Deux cœurs, à l'instant, battirent ensemble à jamais. Cessez le combat! La nuit tombe, la nuit se lève. Les mots qu'on ne dit pas s'étonnent. Aujourd'hui, dans les écoles, les manuels d'histoire relatent encore cette fameuse nuit où la voix gutturale d'Uthor imposa sa loi, la loi de la paix. Il est temps,
Les corps de tant de guerriers, de guerrières gisent le sol, pris au jeu de la haine, entraînés dans la danse funeste de la bataille, ils ont trébuché de l'autre bord. Mais leur corde a été coupée, ils ne se retourneront plus jamais. Tête basse, les mains dans les poches, Nashik traîne ses pieds jusqu'à l'endroit où, il y a quelques instants, Tolo et Chunky, délaissant le feu, sont partis à la recherche de leur seule et unique joie, lui. La fumée, les cendres, les nuages qui pâlissent se font complices du fils qui à son tour cherche ses parents partout. Mais il n'en trouvera pas la moindre trace, le moindre parce que. Pourquoi vous êtes-vous battu demande-t-il. Ah, c'est à cause de la soupe, lui répond Outard. Quelqu'un a dit qu'elle sentait le pipi. J'ai fait sentir la cuillère en bois et ça a dégénéré. Désolé. Nashik s'approche de la marmite, cabossée, meurtrie. Dedans, cette bouillie de phrases ramollies, de mots tièdes mêlés au silence n'inspire pas tellement confiance. C'est vrai qu'on n'a pas tellement le goût d'y goûter, mais de là à s'entretuer. Dans sa poche, son poing se crispe sur la lune. Il avait oublié celle-là. On dirait un E écrasé, déformé entre ses doigts. Un E qui lui monte à la gorge, qui sort de sa bouche, trébuche sur ses propres paroles et tombe dans la marmite. Plop! Les mots de la soupe s'éclatent. L'effet est instantané. Les lettres muettes discrètes révèlent d'incroyables secrets, livrent des trésors. Les phrases arborent des mots doux, des mots fous, parfumés comme des plumes de fleurs et deviennent légères comme pétales d'oiseaux. Nashik trempe la louche dans la marmite, goûte un peu. Il porte à la bouche un mot, un seul, un nom amorphosé, Outarde. Eh oui, la belle aussi avait son petit secret. La vie est un sac troué par où le temps s'écoule. On passe nos jours à le rafistoler et nos nuits à le détricoter. La nuit des temps, pour plusieurs, fut bien longue, pour d'autres, un peu plus courte. Mais depuis qu'elle s'en est enfuie, le soleil brille et tout le monde est reparti. Yanakun, seul dans son coin, s'est endormi. Méfiez-vous, elle dort juste d'un E.